Alors ensemble, nous recevons Éric Coquerel, député de Seine-Saint-Denis de la France Insoumise. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc l'acte 2 a démarré avec la poursuite des réformes après un temps d'arrêt dû à la crise des Gilets jaunes. Puis il y a eu la campagne des Européennes. Le Premier ministre a reçu aujourd'hui à Matignon les partenaires sociaux pour réformer l'assurance chômage. Deux objectifs: accélérer la baisse du chômage, selon le Premier ministre, et désendetter l'UNEDIC, et par ailleurs économiser 3 milliards d'euros en 3 ans. Donc je vous propose d'écouter le Premier ministre et après vous nous direz ce que vous en pensez. On l'écoute. Conformément à la promesse du Président de la République, nous allons donc instaurer un régime de bonus-malus pour favoriser l'embauche sur des emplois de plus longue durée. Les secteurs économiques que nous avons choisi de cibler sont ceux qui abusent, en tout cas ceux dans lesquels le recours au contrat court est le plus important. Nous allons par ailleurs revoir les règles d'accès à l'assurance chômage en rehaussant la durée nécessaire à l'ouverture des droits. Les règles actuelles datent de 2009, c'est-à-dire d'une époque où il fallait amortir le choc de la crise économique et financière. Aujourd'hui, la conjoncture est meilleure, les offres d'emploi sont plus nombreuses, les projets de création d'emplois sont bien plus nombreux. Il est donc normal que les règles d'accès changent également. Voilà, du en même temps dur, dur de chaque côté. Lui dit c'est pour une question de justice sociale, mais on va peut-être parler de ce qui pourrait ne pas vous déplaire. C'est pénaliser ces entreprises qui font des contrats courts, c'est-à-dire des CDD qui en abusent. Est-ce que ça, là-dessus, au moins, vous dites c'est bien? Je trouve que cet acte 2 ressemble fort à l'acte 1, c'est-à-dire d'abord on continue avec le même type de discours, ce que nous appelle un discours orwellien. Vous savez, George Orwell, 1984, la guerre c'est la paix, etc. etc. On dit l'inverse de ce qu'on va faire. Non, alors d'abord je trouve qu'il y a une vaste... ça, non sur quoi? Non, sur votre question, je réponds à votre question. Oui. Non, il y a une vaste hypocrisie dans cette histoire. Pourquoi? Parce que ce gouvernement n'a fait que permettre toujours plus de précarité. La loi Pénicaud... Là, pour le coup, les CDD... Oui. La loi Pénicaud a permis ce qu'on appelle les CDI de projet. Les CDI de projet, c'est des CDD déguisés. C'est-à-dire c'est des CDI, soi-disant, mais on peut le limiter dans le temps comme on veut. Elle a permis, par des accords d'entreprise plutôt que la loi, j'allais dire, vu le rapport de force dans les entreprises, de casser souvent ce qui était des réglementations, du cadre hebdomadaire de travail. Donc là aussi, accélérer la précarité. Ils sont en train de réglementer et de libéraliser toujours plus le recours aux auto-entrepreneurs, l'ubérisation de la société, qui, on en conviendra, c'est la précarité la plus absolue. Alors qu'après, on nous explique qu'en réalité, une fois avoir fait ça, qui a une conséquence, c'est que l'an dernier, 80% des emplois ont été créés en CDD. C'est une première en France. On est en train d'attaquer le stock des CDI de manière dramatique. Une fois avoir fait tout ça, qu'on nous explique qu'on va taxer un peu les entreprises, c'est pas suffisant. Il faut revenir sur cette politique. Si on pense qu'il y a trop de CDD, il faut revenir sur la pratique qui consiste à déstabiliser le CDI, qui était le socle du code de travail, et faire du CDD et du travail intérimaire quelque chose de marginal. Au contraire, c'est l'inverse qu'ils ont fait. Donc maintenant, ils ont beau jeu d'expliquer qu'ils vont taxer un peu. Je n'y crois pas du tout. Autre mesure dont on pourrait comme ça penser qu'elle pourrait trouver grâce à vos yeux, la dégressivité pour les indemnités les plus élevées. Est-ce que ça vous paraît juste? Alors Frédéric, si vous allez me permettre, là je vais vous parler globalement de ce qu'ils font par rapport au chômage. Bon. En réalité, ils sont toujours sur une logique, s'il y a du chômage, c'est de la faute des chômeurs. S'il y a de la précarité, c'est la faute des précaires. Donc il faut punir les chômeurs. Donc, il faut faire en sorte qu'ils soient moins indemnisés, ou alors, comme ça a été dit, que leurs conditions l'accès à l'ouverture du droit de chômeur soient plus compliquées. Bon, je suis désolé, mais aujourd'hui, le chômage, c'est une sinécure pour personne. La moitié des chômeurs dans ce pays sont indemnisés. Seulement la moitié. La moitié des personnes indemnisées touchent moins de 850 € par mois, c'est-à-dire en dessous du seuil de pauvreté. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne commence pas à nous laisser nous penser que finalement il y aurait du chômage parce que c'est tellement bon d'être chômeur que les gens finalement resteraient dans cette situation. C'est pas vrai. Donc pour répondre à vos questions concrètement sur la dégressivité, comment on fait pour commencer à nous faire à l'idée de la dégressivité? On attaque les plus hausses d'indemnités. Mais je vous rappelle que le chômage, c'est pas une allocation. Parce que c'est ceux qui retrouvent peut-être le plus facilement le travail. Exact. Donc c'est bizarre. Pourquoi alors? Vous avez raison. Il y a seulement 4% des personnes qui ont du mal à retrouver du travail dans ce qui est ciblé. Mais alors pourquoi les touche-t-on?
Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je vais vous dire pourquoi on les touche. C'est parce qu'on veut commencer à nous... Non, c'est pas une question de justice. Encore une fois, c'est pas une question de justice, justement, parce que c'est pas une allocation. C'est eux qui ont le plus des droits. cotisé. Vous avez des droits, vous cotisez. Nous cotisons tous, d'accord, au niveau du chômage. Et c'est un mécanisme de solidarité qui fait que si nous perdons notre emploi, au prorata de ce qu'on gagne, on va être indemnisé un certain temps. Si vous commencez à toucher cette question de proportionnalité, les gens les plus riches, au bout d'un moment, se diront, tiens, on va prendre des assurances privées, quoi, pour essayer de se couvrir. Donc moi, je crois que c'est simplement pour nous habituer tout le monde à la dégressivité. Et alors, le pire de tout, ce qui, on voit aujourd'hui les syndicats monter tous contre ce projet, c'est le fait que désormais, l'accès à l'indemnité, il faudra 6 mois de travail sur 26 mois au lieu de 4 sur 28. Alors vous me direz, c'est pas très différent. Si, c'est très différent. Je vais vous citer un exemple. Vous êtes un jeune de moins de 25 ans. On vous propose inévitablement, pour commencer, des emplois précaires quand on ne vous propose pas un statut d'auto-entrepreneur. D'accord ? Et ces jeunes-là vont être frappés de plein de fouet. Donc c'est une trappe à la pauvreté, cette histoire, exactement comme en Angleterre, où on a effacé une partie des chômeurs en effaçant les chômeurs indemnisés. Mais ça efface pas le problème. Ouais. Alors je voudrais qu'on évoque un sujet qui vous tient très à cœur, c'est la privatisation. Parce qu'on a d'autres sujets. C'est court après. Soyez court. Hein. Oui, mais là j'essaie d'être pédagogique. Oui, formidable. C'est la privatisation de ADP, Aéroport de Paris. Vous êtes très actif sur le référendum d'initiative partagée qui a été engagé. 125 000 signatures la première journée, donc c'était jeudi dernier, pour la journée de lancement donc de cette procédure. C'est encourageant. Vous dites, vous vous dites que vous pouvez parvenir, c'est 4 700 000 signatures nécessaires. Et encore, une fois qu'on les a, c'est pas fait parce que le processus est compliqué. Voilà, on a 9 mois. Là, à ce rythme-là, 125 000 par jour, en septembre, on y serait. Mais je ne crois pas qu'il y aura 125 000 par jour. Par contre, je pense effectivement que ça marque l'intérêt de la population pour s'opposer, d'abord pour avoir le droit d'accéder à la parole, pour avoir le droit de dire nous sommes pour ou contre un projet et nous pouvons avoir des référendums qui nous permettent, quand le débat est aussi partagé, à l'Assemblée il l'était, toute l'opposition était contre, quelles que soient les couleurs politiques, est aussi partagé, c'est le peuple qui tranche. Deuxième chose, je crois que une grande majorité de nos concitoyens sont attachés au fait que quand nous avons un bien commun, que nous avons tous payé par les infrastructures, quand c'est un bien qui touche la souveraineté populaire, quand en plus c'est une mauvaise affaire financière créée par l'État, eh bien il ne veut pas privatiser et j'espère bien que nous allons parvenir à ces 4 700 000 signatures. C'est pour ça qu'on fait un premier meeting demain avec des députés issus de tous les courants. Il y aura notamment des Républicains. Oui, parce que c'est important que ça soit transpartisan et citoyen. Je pense à nos concitoyens, quand il y a un même objectif, ils attendent à un moment donné qu'on passe au-dessus de nos divergences pour envoyer un signal. Il faut fédérer le peuple pour obtenir ces signatures, c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, Éric Coquerel, l'actualité aussi, c'est l'immigration, puisque Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a dit dans le JDD ce dimanche qu'il était pour des quotas. Alors, l'immigration est le sujet qui vous oppose au Rassemblement national, mais vous êtes d'accord sur beaucoup de choses avec eux, sur les traités de libre-échange, sur l'opposition aux travailleurs détachés, mais on a vu... On est opposé au système des travailleurs détachés. Oui. Alors, mais aux européennes, une partie de votre électorat, et ça personne ne peut le nier, s'est déplacée sur le parti de Marine Le Pen. Comment vous l'expliquez ? Est-ce que la problématique de l'immigration n'est pas un sujet dont, à un moment, il faudra aussi vous saisir ? Juste une chose, il y a plus de points communs entre le Rassemblement national et En Marche qu'avec nous, je ferai remarquer. Ils sont tous les deux pour la Ve République, ils sont tous les deux contre l'augmentation des salaires, ils sont tous les deux pour respecter les règles d'austérité. Et ils sont tous les deux pour finalement prendre des mesures très dures vis-à-vis des migrants, parce que la loi asile-immigration de M. Macron, M. Salvini d'ailleurs, un ami de Mme Le Pen, l'a salué. Donc arrêtons de laisser... Le Rassemblement national progresse, il faut peut-être vous poser la question. Oui, ça c'est notre question, vous parlez sur les points communs. Ils progressent parce que, d'abord, ils ont 40 ans d'âge, donc ils s'ancrent dans le pays de manière encore plus importante que nous pour le moment. Et puis surtout, vous avez remarqué quand même que M. Macron leur a facilité le travail. M. Macron, il rêve d'un paysage politique dans les 3 ans à venir où il se retrouve comme en 2017 au deuxième tour face à Mme Le Pen. Et il va en appeler à la démocratie pour battre le Rassemblement national. Donc, il a favorisé cette espèce de duel. Il n'a pas mis le couteau sous la gorge des électeurs pour voter. Je vous explique, je vous donne mes arguments. D'accord. Il a construit cette espèce de duel et ça a eu pour effet de surmobiliser, puisque lui-même a dit il faut absolument que je sois en tête devant Marine Le Pen. Il a perdu d'ailleurs, je vous fais remarquer. Eh bien, il a surmobilisé l'électorat de Mme Le Pen. Bon, c'est vrai que nous n'avons pas su aussi surmobiliser notre électorat.
Je pense que ça vient d'une période où nous sommes, notre espace politique en régression au niveau de l'Europe. Donc ça, c'est des choses que nous devons affronter. On doit être encore plus pédagogue, on doit encore mieux s'expliquer. Et puis aussi parce que l'élection européenne, à moins d'avoir justement un intérêt pour aller voter, comme c'était le cas pour Mme Le Pen, dans cette espèce de duel que fabriquait M. Macron, oui. C'est une campagne difficile pour nous. Je finis juste là-dessus. Oui. Parce que, vous remarquerez, nous sommes honnêtes. Nous disons qu'il faut rompre pour transformer cette Europe, mais ça ne peut pas se faire par le Parlement européen, chacun le sait. Donc c'est vrai que ce n'est pas ça qui suscite forcément la volonté de voter de nos électeurs qui déjà hésitent. Éric Coquerel, je ne vais pas vous l'apprendre, la politique, c'est de la stratégie, c'est de la tactique. Quand vous dites que Emmanuel Macron a voulu mettre en scène ce face-à-face avec le Rassemblement national, d'ailleurs vous n'êtes pas les seuls à le dire, tous ses adversaires politiques l'ont dit. Et finalement, vous êtes obligé d'admettre que ça a fonctionné. Donc, c'est une question de talent politique, peut-être, que vous n'avez pas été à la hauteur, vous, ni les Républicains, pour contrecarrer ce plan que vous dénoncez. Que M. Macron ait du talent politique, y compris de prestidigitateur, j'en conviens. Je veux dire, la façon dont il s'est emparé de la présidence de ce pays, la façon dont il continue à gouverner avec 10% des inscrits qui ont voté pour lui en essayant de nous convaincre que c'était une victoire, il faut le faire quand même. Donc oui, il y a indéniablement, et puis je pense qu'il a beaucoup de choses à sa disposition pour essayer de construire ce film. Donc à nous, alors justement, de montrer toujours plus que, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, il n'y a pas d'un côté les démocrates progressistes qui sont en réalité pour l'extrême marché, et de l'autre côté, un espèce de camp d'antisystème que peu de choses séparaient. Non, nous avons des choses, nous sommes une troisième voie face à M. Macron et face à Mme Le Pen, celui de la transformation sociale, du partage des richesses, de la planification écologique, de la 6e République par la Constitution. Éric Coquerel, justement, on va parler de stratégie, parce que certains, à la France insoumise, critiquent la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Une stratégie qui a été inspirée il y a quelque temps par Chantal Mouffe, qui a théorisé le programme insurrectionnel avec la fameuse convergence des luttes. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, vous n'avez pas capté les Gilets jaunes, et les Gilets jaunes et la CGT, ça n'a pas non plus accroché. Alors, est-ce qu'il ne faut pas vous poser des questions sur la stratégie et vous dire de revenir peut-être à une stratégie plus classique de marxiste, quoi, on va dire, ou de lutte des classes, oui, puisque... Alors là, que vous me conseillez la lutte des classes, c'est bien. Non, mais c'est bien. Non, non, je vous conseille rien du tout. On n'a pas abandonné, la lutte des classes. Non. En tout cas, vos électeurs vous ont abandonné. Mais la lutte des classes existe toujours. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que c'était Warren Buffett, qui était un grand capitaliste américain, qui disait la lutte des classes existe, nous sommes en train de la gagner. Donc, au moins pour les possédants, elles existent. Mais elle ne peut pas réduire, elle ne peut pas résumer tout l'affrontement aujourd'hui que nous voyons entre ce qu'on appelle l'oligarchie financière et le peuple qui a les mêmes intérêts. Pourquoi elle ne peut pas le réduire ? Parce qu'on voit bien que, par exemple, la question du climat qui s'invite dans le sujet est une question structurante. Oui, mais là, vous vous perdez dans les trucs et vous ne répondez pas à ma question sur votre stratégie. Je vous dis que, puisque vous me parlez de marxisme, la question aujourd'hui de confrontation avec le système financier, le capitalisme international, ne se résume pas seulement à une confrontation dans les lieux de production. C'est ça le marxisme. C'est-à-dire, à un moment donné, vous confrontez ça. Pourquoi ? Parce que d'abord, on l'a constaté, il y a plein de gens qui sont précaires, il y a plein de gens qui sont au chômage, il y a plein de gens qui sont libres entrepreneurs. Donc on voit bien que les formes d'organisation ont changé. On voit bien, par exemple, que nous sommes unifiés par des phénomènes urbains qui fait que quand vous avez énormément de mal pour vous loger, que vous êtes obligé d'aller toujours plus loin, eh bien on voit bien que l'affrontement, justement, il prend des aspects différents, il se déplace. Bon, c'est également vrai sur beaucoup de thèmes de la société. Donc, nous, on entend fédérer le peuple et tenir compte de tous ces éléments pour montrer que, oui, il y a un affrontement qui existe très clair par rapport à ceux qui développent les inégalités depuis des années, qui contournent les souverainetés populaires. Oui, mais l'insurrection généralisée que vous avez théorisée n'a pas marché. Pour l'instant, elle n'a pas marché, c'est vrai. Et pour l'instant, vous avez raison de dire que ce qu'on appelle, nous, les vagues dégagistes, c'est-à-dire le que se vayan todos, etc., se tournent plus aujourd'hui vers l'abstention d'abord et vers l'extrême droite que vers nous. Donc, il faut qu'on arrive encore plus à donner nos solutions. Mais vous savez, on est toujours debout. Et quelque part, à mon avis, les choses se régleront. Il faut faire attention. Une élection européenne, ça trompe un peu. Ça défausse les choses. Donc, on a 3 ans pour pas faux, mais c'est un indicateur. Montrer de nouveau notre utilité. Je suis sûr que France Insoumise saura le faire. Je disais tout à l'heure, la politique, c'est de la stratégie, c'est de la tactique. Mais en principe, c'est aussi des idées. Comment on fait précisément quand on se rend compte, quand on constate que ces idées ne rencontrent pas l'adhésion de ceux à qui on les propose?
on dit, bon, parce que vous n'êtes pas un commerçant, vous ne pouvez pas dire, mes produits ne se vendent pas, je vais en changer. Non. Donc, vous faites quoi? Vous prenez patience et vous dites, on va prendre le temps de convaincre, ou malgré tout, vous êtes quand même obligé de réfléchir à une offre un peu différente. Non, on n'est pas des commerçants et on ne vise pas seulement à prendre la place des autres. On vise à faire ce qu'on appelle une révolution citoyenne, par le fait majoritaire. Donc, c'est peut dire que on n'est pas dans le jeu politique, on va dire, traditionnel. Non, on continue. Par exemple, on fait ce qu'on va faire là avec ADP. On va essayer d'être les plus utiles possibles sur un objectif clair, mais qui a un lien avec le sujet dont on parlait précédemment, c'est-à-dire comment les marchés prétendent légiférer sur tous les domaines de l'activité, y compris quand c'est d'évidence un bien commun comme celui des aéroports. On va continuer, par exemple, dans toutes les mobilisations, comme on le fait. On va continuer sur les municipales. Les municipales, je pense que nous avons intérêt à nous tourner vers ceux qui ont continué quand même à voter pour nous. Moi, j'ai fait 13,5 dans la circonscription, parce que dans les endroits où les quartiers populaires ont été votés, ils ont quand même voté pour nous. C'est notre électorat, on va dire, de base. C'est notre socle qui nous permet après d'aller chercher les classes intermédiaires, de donner confiance dans ce que nous représentons. Donc, il faut se tourner là, aux prochaines municipales, vers des villes populaires, des classes populaires. Et surtout, il faut aussi susciter l'auto-organisation. Il faut donner confiance au peuple pour qu'il s'organise lui-même, il fasse des propositions, qu'il se mêle de ses affaires et qu'il aussi ait le plus de moyens possible pour combattre les inégalités, qui est aussi un des éléments structurants de la période. Très court, c'est bientôt fini. Le chef de la gauche aujourd'hui, c'est Yannick Jadot. Lui-même dit qu'il n'est pas à la gauche. Alors, vous savez, moi, je ne sais pas. Yannick Jadot, un jour, il est anticapitaliste, le lendemain, il est pour l'extrême marché. Donc, je n'ai pas l'impression qu'il soit, enfin, pas lui, je ne personnalise pas, mais qu'il soit en capacité de faire ce que Jean-Luc Mélenchon a commencé à faire en 2017, justement, c'est-à-dire fédérer à la fois ceux qui disent il faut que tout dégage et ceux qui... On appelait ça autrefois le peuple de gauche, mais qui a envie d'avoir un projet alternatif. Moi, je pense que c'est l'écosocialisme, c'est-à-dire un néologisme tourné qui règle les questions de l'écologie par le bien commun, le partage des richesses. Et je crois qu'il faut construire ce projet. Et je ne crois pas que M. Jadot soit en capacité de le faire, mais on verra bien la suite. Très rapidement, est-ce que Jean-Luc Mélenchon est encore l'avenir de la France insoumise? Oui, absolument, indéniablement, pour les raisons même que ce que je viens de vous dire. Jean-Luc Mélenchon, de manière presque naturelle, par son histoire... Vous ne changez rien à sa façon de faire. Alors, question pas trop longue, puisque la réponse... je ne vais pas pouvoir... Par son histoire, parce qu'il est aussi celui qui justement a construit la stratégie de l'ère du peuple et de ce dont on parlait. Il est le plus à même encore de fédérer et d'être capable d'accéder au deuxième tour des présidentielles et de les gagner. Voilà. Merci. Après, on verra bien comment il se trouve dans 3 ans maintenant. Merci Éric Coquerel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci à Camille Néran, à Camille Février d'avoir préparé cette émission et merci à toute l'équipe technique. À très vite.